En cas d'amour podcast, saison 2. Buffet 2.2, et si la jalousie n'était pas une fatalité. Nous explorons dans cette suite les liens entre jalousie, carence et insatisfaction dans la relation amoureuse. Nous déployons ensuite les notions de rivalité, compétition et compersion pour essayer de donner un peu de hauteur au débat autour de ce sujet souvent si douloureux, difficile à aborder et tellement explosif dans le cadre du couple tel que nous le connaissons. Pour bien comprendre cet épisode, nous vous conseillons d'écouter le précédent. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur nous, écoutez le petit snack que vous trouverez dans la liste de nos épisodes. Bonne écoute. Pourquoi on est jaloux? Moi, je sais que quand je me suis posé la question de ce qui me rend jalouse, que j'ai essayé d'analyser les situations dans lesquelles je suis jalouse, celles où je ne le suis pas, j'ai compris que c'est très lié à une insatisfaction dans la relation. C'est-à-dire que si dans la relation, j'ai l'impression d'avoir tout ce qu'il me faut, assez d'attention, me sentir aimée, assez de temps passé ensemble, etc., je ne suis pas jalouse. S'il y a une insatisfaction dans le lien, c'est là où l'idée que ça peut être donné à quelqu'un d'autre va être insupportable. Parce que moi, j'ai pas assez, et l'autre, il va donner son énergie à quelqu'un d'autre, comme moi, je lui ai dit que je n'avais pas assez. Là, c'est extrêmement douloureux. Là, c'est presque insupportable. Mais il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de la troisième qui est une salope, qui essaye de me piquer mon mec. Et il faut comprendre que c'est quelque chose qui se joue dans la relation même et à l'intérieur de moi. Et que la question, c'est plus l'insatisfaction dans la relation. Comment je peux exprimer mes besoins? Quelle est la réponse de l'autre? Et qu'est-ce que je fais de la réponse de l'autre? Parce que quand on demande, il faut être prêt à accueillir un non. Et qu'est-ce que je vais faire si je dis à quelqu'un que j'ai besoin de plus et que l'autre, il me dit, ça sera pas négociable. Donc, j'ai le choix entre dire, bon, je me retire de cette relation-là parce que c'est insupportable, cette insatisfaction, ou aller chercher des ressources ailleurs, dans d'autres relations, à l'intérieur de moi-même, avec des amis, dans la création artistique, peu importe, dans la marche, chacun ses ressources. Mais c'est pour ça aussi que pour traiter la jalousie, là on rentre plus dans le terrain thérapeutique, mais il y a deux chemins. Il y a l'attaquer de front, ça serait tout ce qu'on a dit là, de se poser ces questions-là de façon très honnête. Et il y a aussi la traiter en biais. Et c'est tout ce que j'évoquais tout à l'heure de les amitiés, la créativité, les ressources internes, etc. Aller chercher à se nourrir d'autres choses ailleurs et laisser la relation un peu tranquille aussi. Parce que si moi, je suis en train de demander plus à cette relation-là, c'est pas... Il faut aussi se demander si ce n'est pas parce que je suis traversée par l'injonction de l'amour romantique qui me dit que l'autre, il devrait me donner plus quand même. Quand même. Parce que je mérite. Parce que on se voit jamais, et voilà. Et donc, tout ça, il faut le traiter de façon très fine et pas avec des protocoles préétablis qui indiquent que si tu m'aimes assez, on va se voir 4 fois par semaine. Ou 2, ou 6, ou peu importe. C'est tellement arbitraire qu'on peut imaginer ce qu'on veut. Et chacun y va de ses propres besoins. Parce que ton besoin, ça peut être 1 fois par mois, et le mien, ça peut être 6 fois par semaine. Et qui a raison, qui a tort? On peut pas se poser la question en ces termes-là, on s'y perd. Donc c'est là qu'on rejoint la question du travail que ça demande d'avoir une relation saine. C'est forcément aussi pouvoir poser sur la table les besoins, identifier les besoins et les limites. Si implicitement on se met d'accord sur, on se met d'accord implicitement, donc on se met pas d'accord, puisque vu que c'est implicite, mais on rentre dans le contrat de l'amour romantique. Du coup, il y a forcément la fidélité derrière, mais on prend pas soin des besoins de l'un et de l'autre, notamment du besoin de liberté,
qui peut être aussi quelque chose qui est quelque chose de nécessaire à entretenir. Mais ce qu'on discutait aussi tout à l'heure sur ce même point, c'était de se dire que plus on était dans l'amour romantique, plus on rétrécissait le champ des possibles de ce qui est, ça n'ouvrait pas des portes sur le développement de la création dans la relation. Oui, parce qu'en fait, on était parti de la question du contrat, et quand on fait un contrat de fidélité, on se met d'accord pour se priver et être dans la frustration mutuellement. Et que moi, je me prive dans l'attente que tu te prives aussi. Oui. Sauf pour peut-être des gens qui se sentent pas dans la privation en étant fidèles, tant mieux pour eux, il n'y a pas de souci. Mais nous, on parle de quand ça pose problème, ce contrat de fidélité, et que moi, je me prive dans l'espoir que tu fasses pareil. Et que si tout ça est respecté, on rétrécit pour rentrer dans une case, et on peut se poser la question, effectivement, de qu'est-ce qui se passe avec nos besoins de liberté. Et donc, on peut se poser la question de la solidité, de la qualité de la relation. Absolument. On peut s'illusionner sur la qualité de notre relation à partir du moment où on n'a pas travaillé la relation. Donc, mais des fois, ça peut faire illusion pour l'extérieur, en tout cas. Oui, et ça peut être rassurant dans une première étape, ou si on reste dans quelque chose de très classique pendant très longtemps. Donc, du coup, pour revenir sur la jalousie, qui est ce mécanisme qu'on a identifié comme étant un stress lié à une forme d'insécurité, peut être soit son origine dans l'enfance par quelque chose qui n'est pas résolu, du complexe d'Oedipe, soit quelque chose de l'ordre de la rupture d'un contrat, ou illusion de rupture d'un contrat, ou peur de rupture d'un contrat. Donc ça génère un stress à l'intérieur de soi. Donc on peut pas dire que ça c'est quelque chose de positif. Donc pour nous, notre vision des choses dans le cadre des relations éthiques, la jalousie en soi, c'est quelque chose de négatif, qui rétrécit la dimension de la relation, qui nuit à sa qualité et qui pose des problèmes de respect de la liberté de l'autre. Qui pose des problèmes de respect de la liberté, ou de même de respect tout court parfois. Pour certains hommes, d'être violents avec leurs femmes, leur interdire des choses, leur interdire de sortir, leur interdire de se promener d'une certaine façon, de s'habiller d'une certaine façon, et pour des femmes de vouloir conserver leur mari et leur imposer aussi d'une certaine façon une forme de contrôle sur leur quotidien. Oui, là, il faut dire qu'il y a une forme d'égalité, parce qu'il y a plein de femmes qui pensent avoir le droit de dire à leurs hommes qu'ils ont le droit de sortir ou pas, comment, à quelle heure. Et on rêve, on a l'impression que c'est leur mère qui donne la permission. Elle m'a laissé sortir avec mes amis. On rentre dans des dynamiques qui nous semblent vraiment pas qui nous tentent absolument pas. Non. Et qui sont pas du tout saines. Ouais. Je pense qu'on peut le dire objectivement. Ce n'est pas que notre avis. Ouais, tout à fait. En tout cas, ça, clairement, c'est dans la thématique des podcasts que d'aborder la jalousie comme un marqueur d'une relation pas saine et qui mérite à la fois d'être vu d'un peu plus loin, qui mérite d'être retravaillé dans d'où prend forme la jalousie au fond de soi, qu'est-ce qui la génère en tout cas, et comment mettre cette énergie de la jalousie dans quelque chose de constructif, de créatif, et plus de l'ordre du désir que de l'ordre du contrôle. Et je pense qu'il faut arrêter d'en avoir peur et de mettre en place, comme on disait tout à l'heure, des mécanismes hyper sophistiqués pour l'éviter, parce que ça se traverse, qu'on peut la ressentir et ne pas lui faire toute la place à l'intérieur de nous. Je te disais tout à l'heure que j'ai un personnage dans mon cerveau qui me propose des phrases et que j'essaye de voir ça comme une espèce de radio qu'il ne peut pas s'empêcher d'émettre, plutôt que comme le fond de ma pensée. Donc, quand mon cerveau me propose, ou mon psychisme, je ne sais pas comment le dire de la façon la plus précise possible, mais quand ma pensée me propose des pensées qui ne me plaisent pas,
je les laisse couler, je me les approprie pas. Et si ça me propose une pensée de jalousie, ben, j'essaye de lui faire une place, mais pas toute la place. Et de ne pas penser que c'est le fond de ma pensée. Et de le traiter de cette façon-là. Et de toute façon, sur un plan personnel, ce qui est devenu impossible pour moi, c'est ce que j'appelle une externalisation du travail psychique. C'est-à-dire que moi, je suis jalouse, donc toi, tu peux aller au tango, par exemple. Pour moi, c'est devenu impossible de penser ma vie et mes relations comme ça. Moi, j'ai un problème et il faut que toi, tu fasses quelque chose qui te prive, qui va dans le sens contraire de ton épanouissement et de ton désir. Oui, mais c'est étonnant, mais ça peut arriver à moi, je suis jaloux, donc et ça me fait penser à une chanson de Renaud, si tu dis qu'elle est belle, je t'éclate la cervelle parce que je suis très jaloux. Oui, ok, moi je suis jaloux, donc c'est comme ça. Non, alors, non. Moi, je suis comme ça, c'est narcissique et c'est manipulateur. Non. On est comme on est, c'est tout un tas de conditionnements, de couches, et on peut ne pas souhaiter être comme on est sur cet aspect-là. Donc, je suis jalouse. Déjà, je ne suis pas jalouse. Ça m'arrive d'avoir des sentiments, des émotions, des pensées de jalousie à un moment donné. Quelle place je leur fais? Oui, ou souvent. Quelle valeur je leur donne? Quelle place je leur fais, quelle crédibilité je leur donne et comment je me débrouille de ça. C'est-à-dire, je vais aller chercher en moi ce qu'il y a derrière ou je t'impose quelque chose. Et je pense qu'il vaut mieux aller chercher ce qu'il y a derrière parce que la jalousie, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas une émotion en soi, c'est un mélange de tout un tas de choses qu'il y a derrière. Tu as parlé d'envie, on a parlé d'insécurité, on a parlé de sentiments de carence. On a parlé de blessures d'enfance, de traumatisme. Il y a tout ça derrière la jalousie. Et différents curseurs pour chaque critère. Donc, c'est un phénomène complexe avec beaucoup d'émotions, de sentiments et d'histoires derrière. Qui peuvent être plus ou moins archaïques aussi. Absolument. Comme tu disais, soit qui prend racine dans l'enfance ou dans une trahison récente, infidélité, rupture de contrat, etc. Donc, il faut vraiment réfléchir à ce qui se joue pour soi au moment où on a l'impression de devenir jalouse, travailler ça avec honnêteté et pas demander à l'autre de se limiter parce que moi j'ai un problème et c'est à toi de trouver la solution, c'est à toi de te restreindre dans tes envies. Moi, je ne peux plus vivre comme ça, même si ça me coûte. Je n'ai plus envie de vivre comme ça. Toute cette démarche de réflexion autour de ce qui se passe en nous quand on est jaloux ou jalouse nous permet d'accéder à une forme d'autonomie, à une autonomie de pensée. Et j'ai presque envie de dire, alors moi qui n'ai pas besoin de travailler ça parce que je suis pas traversé par ce genre de stress, ou alors je suis traversé par ce genre de stress mais j'ai des mécanismes en moi qui m'en protègent ou j'ai des mécanismes de défense qui m'empêchent de les ressentir, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe vraiment Moi non plus, c'est Et donc, par contre, il y a quelque chose qui me traverse. C'est l'inverse de la jalousie, c'est la compersion. Mais c'est là que je voulais en venir, parce que je pense que c'est important de nommer que ce phénomène existe, qu'il y a un mot qui a été posé sur l'inverse de la jalousie et qu'on l'appelle compersion, parce que si on n'a pas les concepts pour penser les choses, on ne peut pas penser les choses. C'est ça. Et il y a ce concept qui a été imaginé, créé, dont on parle de plus en plus. Et c'est intéressant de comprendre qu'il y a des gens qui l'ont imaginé parce qu'ils le vivent. Et que s'il y a des gens qui le vivent, c'est que c'est un horizon possible pour tout le monde. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti assez peu, mais ça m'aide de savoir que ça existe. C'est comme un horizon et c'est un souhait de le vivre. Et on peut reprendre la définition de la compersion? Oui. Donc, en tout cas pour moi tel que je le vis, c'est juste de me réjouir du bonheur de l'autre. Donc, oui, mais de te réjouir d'un bonheur très particulier de l'autre, c'est-à-dire le bonheur qu'il ou elle peut avoir quand il est dans un partage
romantique ou sexuel ou affectif avec quelqu'un d'autre que toi. Ça se limite pas à ça. Non, mais Ça se ça limite se pas à ça. joue beaucoup sur ça. Ouais, mais ça se joue aussi sur mes enfants. Ça se joue aussi sur quelqu'un qui réussit quelque chose. Au contraire de me rendre jaloux, ce qui devrait être la logique même de notre société capitaliste, de concurrence et autres. Au-delà de me rendre jaloux, j'ai presque envie de presque tout le temps de laisser gagner les autres. Quand je fais une course à pied ou je joue à un jeu, des fois je me force à ne pas gagner. Des fois j'aime le jeu, donc je joue. Si je joue bien, je suis assez malin, etc., je peux gagner sans aucun problème. Et des fois, ça m'ennuie de gagner. J'ai envie de voir l'autre heureux. Et quitte à perdre. Ça, c'est plus facile avec nos enfants ou avec nos amis ou les gens qu'on aime de façon non romantique ou sexuelle. Absolument. Quand c'est quelqu'un qu'on aime de cette façon-là et qu'il partage une joie de cet ordre-là avec quelqu'un d'autre, ça devient extrêmement compliqué. Ouais, la jalousie est très axée sur ce type de partage-là. Oui. Et la compersion cible beaucoup ce type de partage-là et le sentiment que ça réveille en nous. C'est-à-dire, soit je suis jalouse de ça, soit je suis dans la compersion. Soit je suis dans une forme un peu neutre. Moi, ça m'arrive aussi d'être dans quelque chose d'un peu neutre en me disant que il faut être, je ne sais pas quel est le mot, loyal ou cohérent, et que si moi, je souhaite vivre ça de mon côté, il faut que j'accepte que l'autre, il le vive aussi. Tout à fait. Ouais. Je le vis beaucoup de cette façon très neutre, comme une sorte de négociation interne. Et c'est déjà ça, c'est beaucoup mieux que d'être jalouse. Ah ouais, non, mais c'est clair. Mais justement, quand tu mets cette énergie dans la compersion plutôt que dans la jalousie, du coup, ah oui, tiens, il y a un autre espace où je peux déverser cette énergie de stress, quoi. Et si je regarde Wikipédia, c'est la compersion, c'est la fierté de la réalisation de ses enfants, ou la réussite de ses amis, de ses parents ou encore d'autres proches. C'est axé à la base sur ça, la compersion. Oui. Mais dans notre cas, puisqu'on traite les questions des relations amoureuses, effectivement, ça va plus loin, c'est-à-dire ça va aussi dans le fait que son partenaire puisse avoir de la satisfaction, du plaisir à fréquenter d'autres personnes en notre absence. Et ne serait-ce que même dans un cadre monogame, d'avoir une passion ou partager avec ses amis, etc. Pas forcément qu'il a une autre relation amoureuse, non, mais être jalouse d'une passion. D'une voiture. Et ne pas vouloir laisser l'autre aller à la pêche. Mais là, on revient à ce que je te disais tout à l'heure. Si le fait que l'autre aille à la pêche est un problème pour moi, c'est peut-être parce qu'il n'est pas assez, entre guillemets, avec moi. Oui. C'est pas le problème de la pêche, c'est le problème de ce qui se passe quand on est ensemble. Et surtout de ce qui se passe pas quand on est ensemble. Et qu'il n'y a pas de résolution possible parce que parfois l'autre il a pas forcément envie et c'est compliqué. Et parce qu'on est enfermé dans un modèle romantique qui fait que normalement c'est comme ça, mais l'autre il fait tout pour éviter que ce soit comme ça, sans pour autant se mettre en défaut dans une forme d'infidélité par exemple. Et si on essaye d'appliquer la solution classique et que je dis à l'autre ne va pas à la pêche parce qu'on a que le samedi et dimanche pour partager, je ne te vois jamais, et patati et patata et reste à la maison, c'est la meilleure façon pour que ça se passe mal et qu'on partage absolument rien, ni le samedi, ni le dimanche, ni plus jamais. C'est ça. C'est ce qui se passe dans beaucoup de cas et pourtant bien porté par les fers de lance de la mato-normativité. De l'amour romantique comme étant le modèle idéal de la vie amoureuse. Parce que là, on touche à une autre injonction de l'amour romantique, c'est qu'on est censé avoir envie de partager le plus possible notre temps avec la personne qu'on a choisie. Tout à fait. Et dans notre façon de faire, on questionne aussi beaucoup ça. Complètement. On rentre dans d'autres temporalités, d'autres fréquences, et qui ne sont pas faciles des fois, mais qui préservent beaucoup la qualité de la relation et la qualité du temps passé ensemble, et qui nous permettent d'éviter les problèmes liés à l'obligation d'être là et de partager tout son temps. Mais ça veut dire aussi quelque part que, et là ça va toucher des choses qui sont beaucoup plus profondes,
quand on va commencer à travailler la relation pour qu'elle devienne saine parce que je suis insatisfaite et que ça me fait ressentir de la jalousie, etc. Donc je me sens obligé de travailler ça. Mais ça veut dire que si je commence à poser la question de la qualité de la relation, je suis susceptible d'arriver à la réponse où là, il faut que la relation s'arrête. Bien sûr. Et parfois, on n'a pas envie d'arriver à cette conclusion-là. On n'a pas envie ou on se sent pas capable de vivre. Des fois, on n'a pas envie. Des fois, on n'a juste pas envie parce que, en termes d'image, parce que pour les enfants, parce que pour le monde social autour de nous, qui nous voit comme un couple idéal, machin, truc bidule, et qu'au final, dans la réalité, c'est pas tout à fait ça qui se passe à l'intérieur. Mais en même temps, on n'a pas envie de montrer à l'autre et puis on n'a pas envie de divorcer, puis on n'a pas envie de partager la maison, puis il y a des crédits, puis je vais me retrouver à la rue, et puis etc. Donc je suis jalouse ou je suis jaloux. Oui, il y a tout ça qui alimente la jalousie, tout ce que tu viens de nommer, c'est gonfle, fou, ce truc, et qui prend une place énorme. Conclusion, c'est fou. Bon, moi, on peut terminer aussi sur ce point-là, sur la citation de Roland Barthes. Ah oui, vas-y. Oui. J'ai pas la citation exacte, mais peut-être que toi tu l'as. Je l'ai quelque part, mais de mémoire, c'est que le jaloux est vulgaire parce qu'il se pense interchangeable. Interchangeable? Oui. Oui, remplaçable. Je l'ai en espagnol, mais ça peut être remplaçable ou interchangeable. Voyons quel est le mot en français. Barthes. Comme jaloux, je souffre 4 fois. D'être exclu, d'être agressif, d'être fou et d'être commun. Ah oui. Oui, c'est peut-être ça la citation originale. La jalousie est une bataille que l'on fait en son âme et qui n'a comme victoire la haine pour autrui. Le jaloux est le créateur d'un petit théâtre de signes, c'est-à-dire qu'il ne veut pas montrer ouvertement qu'il est jaloux, mais il va transiger par sa mauvaise humeur. Il ne va pas dire ou exploser en exprimant sa jalousie, mais il va seulement dire qu'il est de mauvaise humeur. Le jaloux essaie de décoder ce que l'autre pense, il essaye même de décoder l'inconscient de l'autre, mais c'est un théâtre qui tourne à vide. L'être aimé n'est pas forcément doué de la même capacité à lire tous les signes. En fait, c'est des extraits de fragments du discours amoureux de jalousie. Le jaloux est vulgaire, c'est ça? Oui, mais peut-être que le mot original c'est commun et pas vulgaire. Je retrouve pas. Alors, on va finir sur citation de Roland Barthes, qui est issue de son livre Fragment d'un discours amoureux. Voilà, de 77, où il dit « Comme jaloux, je souffre 4 fois. 1, parce que je suis jaloux. 2, parce que je me reproche de l'être. 3, parce que je crains que ma jalousie ne blesse l'autre. Et 4, parce que je me laisse assujettir à une banalité. Je souffre d'être exclu, d'être agressif, d'être fou, d'être commun. » La jalousie étant une souffrance telle que l'exprime Roland Barthes et telle qu'on l'a expliqué dans tout ce temps de réflexion dans cet enregistrement, on peut pas considérer que c'est quelque chose de bien pour élaborer des relations éthiques et des relations saines. Oui. Et moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce qu'il dit, c'est la fin. C'est quand il parle d'être commun. C'est-à-dire que quand on est jalouse, on ne se rend pas compte qu'on est unique et qu'on a quelque chose d'unique à offrir à quelqu'un d'autre et que l'autre, il peut se nourrir du fait qu'on est unique et que ça sera toujours unique avec nous et ça sera aussi unique avec d'autres. Et qu'il faut pouvoir supporter cette idée si on veut faire le pari de relations épanouies. Plus que le supporter, c'est aussi un étendard, son propre étendard. Je suis unique et quoi qu'il arrive, tu peux vivre ce que tu as à vivre, ça ne changera pas mon unicité. Exactement. Et en ça, je me protège aussi de la jalousie qui me rabaisse à un niveau de remplaçabilité qui me réduit à quelque chose, d'un objet. Et qui me noie dans le fantasme souffrant d'être remplaçable. Parce que le jaloux, la jalouse se croit remplaçable, qui est absolument faux. Ou au moins, c'est notre idée. Ouais, c'est ça. Ça me plaît beaucoup pour conclure. Ce buffet sur la jalousie vous a plu ?
mettez un petit pouce en l'air ou un petit cœur et faites-nous part de vos commentaires ou expériences. Le prochain épisode rendra hommage à l'autrice qui a inspiré le titre de ce podcast, la philosophe et psychanalyste Anne Dufourmentel et son livre « En cas d'amour ». Vous avez envie d'aller plus loin avec nous dans une réflexion accompagnée et dans un espace plus intime. Vous pouvez nous écrire à encasdamour.contact@gmail.com. À bientôt.